40 secondes. 40 secondes tout juste. J'ai chronométré. C'est le temps que met l'ascenseur pour arriver au 2e étage. Puis 10 secondes pour atteindre mon bureau. 50 secondes donc pour me glisser dans la peau du personnage. 50 secondes pour revêtir le costume qui va me coller à la peau pendant quoi? 8 heures, 10 heures, 11 heures selon les jours. La vie est ainsi faite. On devient quelquefois ce que les autres voient en nous, ce que les autres attendent de nous. Avoir saisi une opportunité et à partir de là, se laisser porter. À partir de là, il faut manager, gérer, assumer, assurer. À partir de là, il faut présenter, représenter, sourire, séduire même, souffrir, peut-être. Mais faire ce qu'il doit être fait. Dans la cabine de l'ascenseur, je me regarde dans la glace. Je me détourne. Je me regarde à nouveau et je ne me reconnais pas. Ou plutôt si, je reconnais l'autre, celle que l'on attend à la sortie de l'ascenseur. Celle qui va mettre un sourire sur ses lèvres, qu'on va appeler Madame la directrice, et qu'on va vous voir pendant quoi? 8 heures, 10 heures, 11 heures, 1 an, 2 ans, 5 ans. Mais si l'ascenseur ne s'arrêtait pas, si l'ascenseur dépassait l'étage, ou si tout simplement je ne montais pas dans l'ascenseur, juste parce que ce masque me démange, juste parce que ce masque me dérange. J'ai d'abord une petite question, je voudrais savoir si tout le monde est bien installé. Ça va. Chacun a bien choisi sa place. Vous savez que vous pouvez encore changer de place, hein, si il est encore temps. Parce que vous savez quand même que selon la place que vous aurez choisie, votre point de vue sera peut-être différent. C'est un peu comme dans la vie. Alors ce soir, vous l'avez compris, nous allons parler de la place. Chercher sa place, trouver sa place, être à sa place, mériter sa place, tenir sa place. Tenir à sa place et faire du surplace, ou bien encore ne pas tenir en place, faire place et puis céder sa place. Suis-je à la place qui correspond à mon désir? Est-ce que j'ai désiré la place à laquelle je suis et est-ce que je la désire encore? En tous les cas, ce soir, ma place, moi je l'ai choisie, elle est sur scène avec vous et je serai, si vous le voulez bien, passeuse de texte. Le texte qui va suivre est attribué à André Gide. Mais en fait, il est anonyme. Et d'ailleurs, peu importe. L'essentiel, c'est que, visiblement, il parle à beaucoup d'entre nous parce qu'il tourne énormément sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vous savez, the place to be, or not to be. Le temps s'est écoulé comme une rivière. Je ne l'ai pas vu passer. J'ai compté mes années et j'ai découvert que j'ai moins de temps à vivre ici que je n'en ai déjà vécu. Je n'ai désormais plus le temps pour des réunions interminables où l'on discute de statuts, de procédures et de règles internes, sachant qu'ils ne se combinent en rien. Je n'ai plus le temps de discuter avec des gens absurdes qui, en dépit de leur âge, n'ont pas grandi. Je n'ai pas de temps à perdre avec la médiocrité. Je ne veux plus être dans des réunions où les gens et leur ego défilent. Les gens ne discutent pas du contenu, à peine des titres. Et mon ton est trop faible
pour discuter de titres. Je veux vivre à côté de gens humains, très humains, qui savent sourire de leurs erreurs, qui ne se glorifient pas de victoire, qui défendent la dignité humaine et qui ne souhaitent qu'être du côté de la vérité et de l'honnêteté. L'essentiel, c'est bien ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Je veux m'entourer de gens qui savent arriver au cœur des gens, ces gens à qui les coups durs de la vie ont appris à grandir avec des caresses minces dans l'âme. Oui, j'ai hâte. J'ai hâte de vivre avec l'intensité que seule la maturité peut me donner. Le milieu professionnel. La place sur l'échiquier de la société. Un vrai sujet, non? Alors, je ne sais pas vous, mais moi, les années qu'on vient de passer, la crise qu'on a traversée, m'ont fait me poser des tas de questions sur mes priorités, mes activités, le sens. Parce que moi, pendant des années, ça a été des semaines de 50 heures. Des soirées restées tard au bureau et rentrer à la maison quand les enfants sont couchés. Les mails le week-end sur le téléphone. Les soirées entre potes. Les fêtes d'anniversaire annulées pour finir un dossier. Et les dimanches à la piscine, quand le petit dernier plonge et que c'est dans les dossiers qu'on se plonge. Ça vous parle? D'ailleurs, en parlant du petit dernier, quand un soir, à table, il vous regarde droit dans les yeux et il vous dit « Moi, je ferai sûrement pas comme vous. Je travaillerai juste assez pour gagner de quoi faire ce que j'aime. Et surtout, je garderai du temps pour le faire. » Eh bien, ça fait réfléchir. Comme on dit, la sagesse n'attend pas toujours le nombre des années. En parlant d'âge, Christiane Singer dans un de ses livres, nous parle des âges de la vie. Elle aborde notamment l'âge adulte. Et l'extrait qui va suivre m'a, comment dire, quelque peu interpellée. Christiane Singer était suisse-allemande. Mais moi, quand je lis ces textes, je ne peux pas m'empêcher d'entendre chanter ses origines marseillaises. L'âge adulte n'est qu'une enclave malheureuse et forcenée dont, pour finir, la retraite nous expulse mâchés, usés, rompus. Comment s'étonner dès lors que ces années soient secouées de crises profondes, de dépression, de ruptures, de morts brusques? Ce sont autant de rébellions de l'âme contre les mutilations subies. Cette possession maléfique est d'autant plus dangereuse que celui qui en est la proie est généralement convaincu d'être parfaitement normal. Persuadé de se mouvoir librement dans la réalité, il descend et remonte inlassablement les mêmes rails. Il parcourt en toute saison le même itinéraire quotidien, les mêmes circuits cérébraux. Il répète les mêmes gestes, comme si la raison même lui dictait son comportement. Il croit avoir ménagé avec la vie la distance correcte qu'exigent les conventions, et plus cette distance est grande et le fait éloigné de sa raison d'être, plus il se félicite. Or, la véritable distance, c'est avec son exigence la plus impérieuse qu'il l'a prise, celle de déceler un sens à son activité et à son existence. Contraint dès lors pour momentanément survivre, de recourir à des substituts multiples, soit matériels,
argent, consommation, accumulation d'objets, soit idéal, position sociale, promotion, honneur. L'adulte s'éloigne de plus en plus de son être profond et il se cherche avec constance et hargne là où il n'est pas. Une forme commune et pathologique que prend chez l'adulte l'irrésistible désir de s'identifier à sa tâche consiste à s'enivrer jusqu'en perte de conscience d'activités diverses et factices. Ça chuchote à votre oreille? Ça résonne dans votre tête? Ça parle à votre cœur? Ça chatouille, hein, ça démange. Ça peut même déclencher une crise d'urticaire quand on y réfléchit et qu'on s'y reconnaît. Pour Christiane Singer, donc, à chaque âge de la vie, un rôle, une place nous est assigné. Petit saut maintenant au XVIe siècle pour aborder les âges de la vie avec Shakespeare. Le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'y sont qu'acteurs. Ils ont leurs sorties, leurs entrées et chacun dans sa vie a plusieurs rôles à jouer dans un drame en 7 âges. D'abord, le nouveau-né, vagissant et bavant dans les bras de sa nourrice. Puis, l'écolier géniard, avec son cartable et son visage frais du matin, qui, comme un escargot, se traîne avec regret à l'école. Puis, l'amoureux transit, soupir de forge et balade dolente sur les sourcils de sa maîtresse. Puis, le soldat, plein de jurons étranges, poilu comme la panthère, jaloux de son honneur, violent et prompt à la querelle, recherchant la bulle d'air de la gloire dans la gueule même du canon. Puis, le juge de paix, beau ventre rond, doublé de chapon fin, œil sévère, barbe bien taillée, plein d'augustes dictons, d'exemples rebattus, et c'est ainsi qu'il joue son rôle. Le 6e âge tourne au pantalon décharné, en pantoufles, lunettes sur le nez, bourse à côté. Les hauts de chausses de sa jeunesse bien conservés sont trop larges d'un monde pour ses jarrets amaigris. Et sa grosse voix d'homme retournant au fossé de l'enfance a le son de la flûte et du sifflet. Le tout dernier tableau qui clôt cette histoire étrange et mouvementée, c'est la seconde enfance et la mémoire absente, sans dents, sans yeux, sans goût, sans rien. Nous sommes l'enfant d'hier, la morte de demain. Nous sommes la mère, nous sommes la fille. Les jours passent, nos yeux grandissent. Nous voyons bien que tout change. Nous décidons enfin de ne pas être une autre que celle que nous sommes, vivante, irrécupérable. Il ne vous a pas échappé que je suis une femme. Alors il m'a paru important de parler de la place de la femme.
Au travers des cultures, des époques, des classes sociales, des injonctions ont été faites aux femmes, leur assignant des places très claires. Épouse parfaite, mère aimante, fille dévouée, businesswoman accomplie, fait du logis. Moi, j'essaie de tout concilier comme beaucoup d'entre vous. Peut-être pas la fée du logis. Alors que certaines trouvent la place qu'on leur donne confortable, d'autres la refusent tout net, la considérant comme un carcan. D'autres encore la supportent un temps. Et puis un jour, sans qu'on s'y attende, elles disent « Je ne peux plus ». Et à l'image de Maria Pacone dans le film La crise de Colin Serrault, elle pète un plomb. Alors écoute, Victoire, maintenant tu te tais et tu m'écoutes, d'accord? Alors, tes problèmes de boulot, tes problèmes de fric, tes problèmes de couple, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous. Mais alors, je m'en fous, je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai rien, mais alors, rien à foutre. Je rêve. Mais ma propre mère se fout de mes problèmes. Mais ma petite chérie, non seulement je me fous de tes problèmes, mais je me fous totalement des problèmes de ta sœur. Et attends, il y a encore plus rigolo. Je me fous royalement des problèmes de ton père. Mais je rêve, mais ma parole, mais je rêve. Non, non, tu ne rêves pas, ma petite chérie. Pendant 30 ans, je vous ai nourri, torché, couché, levé, consolé, tous les trois. J'ai repassé vos chemises, lavé vos slips, surveillé vos études. Je me suis fait des monceaux de bile. Je n'ai vécu que pour vous, qu'à travers vous. J'ai écouté vos histoires, vos chagrins, sans jamais vous emmerder avec les miens. Alors maintenant, je prends ma retraite. Toi, tu as encore des années devant toi pour résoudre ta crise. Moi, je n'en ai plus que quelques-unes pour résoudre la mienne. Alors tu permettras que pour une fois, je m'occupe de mes affaires avant les tiennes. Tu vas détruire toute une famille. Qu'est-ce que je dis? 2 familles pour une vulgaire histoire de cul? Ah d'accord. Quand il s'agit de ton cul, c'est de l'amour, et quand il s'agit du mien, c'est vulgaire, c'est ça? Oui, c'est vulgaire, c'est dégueulasse. Mais enfin, maman, c'est une passade. Il a 10 ans de moins que toi, ça ne peut pas durer. Mais alors, ma petite chérie, même si ça ne devait durer qu'une heure, je referais tout pareil. De toute façon, j'ai jamais vu que le temps fasse du bien aux histoires d'amour. Ce n'est pas une histoire d'amour. Tout ce qui t'intéresse, c'est de t'envoyer en l'air. Mais bien sûr que ça m'intéresse de m'envoyer en l'air. Mais ça t'intéresse pas, toi? Mais ils sont marrants tous les deux. Comment ils croient qu'ils sont venus sur cette terre? Mais ma petite chérie, je vous ai pas fait avec mes oreilles, je vous ai fait avec mon cul. Et même que le cul à l'époque était drôlement bien avec votre père. Seulement voilà, maintenant il ne se passe plus rien entre nous. Alors, ça vous fait peut-être pas plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va bien. Il va même très bien. Il va même mieux que jamais. Et puis, il y a une chose que vous ne voulez pas entendre. Je suis amoureuse. Je suis heureuse. Je nage dans le bonheur. Petit clin d'œil à mon mari et mes enfants. Je ne suis pas mariée à Pacone. Et je vous aime plutôt tout au monde et je ne vous quitterai jamais. Ça c'est dit, c'est possible. Je vous emmène maintenant en Norvège, à la fin du 19e siècle. Je vous emmène dans la maison de poupée de Ibsen. Je vous emmène chez Nora, une jeune mère de famille mariée à un notable bien plus âgé qu'elle. Nora est une femme-enfant. Elle est cantonnée à un rôle de poupée.
Un jour, alors qu'elle tente d'aider son mari en lui donnant quelque argent qu'elle a réussi à gagner, celui-ci refuse son aide et la remet à sa place. Mais ce jour-là, Nora prend la parole. Nous voici l'un en face de l'autre. Quelque chose n'éveille-t-il pas ton attention? Voilà 8 ans que nous sommes mariés. Réfléchis un moment. N'est-ce pas la première fois que nous deux, mari et femme, nous causons sérieusement? Jamais il ne s'est échangé entre nous un mot sur un sujet grave. Jamais nous n'avons regardé ensemble le fond des choses. Papa et toi avez été très injustes envers moi. Vous ne m'avez pas aimé. Il vous a juste paru agréable d'être en admiration devant moi. Ni plus, ni moins. Quand j'étais avec papa, il m'exposait ses idées et je les suivais. Si j'en avais d'autres qui me fussent personnelles, je les cachais parce que cela ne lui aurait pas plu. Il m'appelait sa poupée et il jouait avec moi comme je jouais avec les miennes. Des mains de papa, je suis passée dans les tiennes. Tu as tout arrangé à ton goût et je partageais ton goût. Je le laissais croire. Je ne puis le dire au juste. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, il me semble que j'ai vécu comme les pauvres, au jour le jour. J'ai vécu les pirouettes que je faisais pour t'amuser, Thorvald, mais cela allait à ton but. Voilà ce qu'a été notre union. Papa et toi êtes très coupables envers moi. C'est vous qui êtes responsable que je ne sois bonne à rien. Et aujourd'hui, tu dis que l'éducation doit commencer. Mais l'éducation de qui? La mienne ou celle des enfants? Ne le disais-tu pas tout à l'heure? Ne disais-tu pas qu'il y a là une tâche que tu n'osais me confier? Oh mon Dieu, tu l'as très bien dit. C'est une tâche supérieure à mes forces. Il y en a une autre à laquelle je dois m'atteler auparavant. Je dois tâcher de m'élever moi-même. Et tu n'es pas homme à me faciliter ce travail. Il faut que je l'entreprenne seule. J'ai besoin d'être seule pour me rendre compte de moi-même et de tout ce qui m'entoure. Et dorénavant, tu ne peux rien me défendre. Je ne veux plus rien recevoir de toi, ni maintenant, ni jamais. Je vais tâcher d'acquérir de l'expérience totale. Je ne sais que ce qui m'est indispensable. Et tu dis que je manquerai ainsi à mes devoirs les plus sacrés? Mais qu'appelles-tu mes devoirs les plus sacrés? Envers mon mari et mes enfants? Mais j'en ai d'autres non moins sacrés, mes devoirs envers moi-même. Je ne crois plus que je suis avant tout épouse et mère. Je crois que je suis avant tout un être humain, avec les mêmes droits que toi, ou que du moins je dois tâcher de l'être. Je sais que la majorité des hommes te donnera raison et que ces idées sont imprimées dans les livres. Mais maintenant, je ne veux plus penser à ce que disent les hommes et à ce qui est imprimé dans les livres. Je ne sais rien, mais je vais tout tirer de moi-même. Je vais fonder mes idées moi-même là-dessus et je sais maintenant une chose, c'est que mes idées sont totalement distinctes des tiennes. Je ne comprends peut-être rien à la société à laquelle j'appartiens, mais je vais m'enquérir et me rendre compte de qui a raison, de la société ou de moi. Et ce soir, je me trouve plus alerte d'esprit, plus sûre de moi que jamais. Thorvald, tu as été bon pour moi. Mais qu'y faire? Telle que je suis maintenant, je ne peux plus être ta femme. Comment vivre sans inconnu devant soi? Décider de changer de place,
Ça peut être source de stress, d'inquiétude, mais c'est aussi source d'excitation. L'excitation d'oser. Vous savez, comme oser un jour de ne pas monter dans l'ascenseur. C'est aussi un peu l'histoire de Simone de Beauvoir, quand dans les années 30, elle arrive à Marseille. C'est une jeune femme, elle a obtenu l'agrégation haut la main. Elle est alors fiancée à Jean-Paul Sartre, qui lui a demandé de l'épouser. Mais elle a refusé le mariage. Je me rappelle mon arrivée à Marseille comme si elle avait marqué dans mon histoire un tournant absolument neuf. J'avais laissé ma valise à la consigne et je m'immobilisais en haut du grand escalier. Marseille, me dis-je. Sous le ciel bleu, des tuiles ensoleillées, des trous d'ombre, des platanes, couleur d'automne. Au loin, des collines et le bleu de la mer. Une rumeur montait de la ville avec une odeur d'herbe brûlée et les gens allaient et venaient au creux des rues noires. Marseille. J'étais là, seule, les mains vides, séparée de mon passé et de tout ce que j'aimais, et je regardais la grande cité inconnue où j'allais devoir, sans secours, tailler au jour le jour ma vie. Jusqu'alors, j'avais dépendu étroitement d'autrui. On m'avait fixé des cadres et des buts. Et puis, un grand bonheur m'avait été donné. Ici, je n'existais pour personne. Quelque part, sous un de ces toits, j'aurais à faire 14 heures de cours chaque semaine. Rien d'autre n'était prévu pour moi, pas même le lit où je dormirais. Mes occupations, mes habitudes, mes plaisirs, c'était à moi de les inventer. Je me mis à descendre le grand escalier, m'arrêtant à chaque marche, émue par ces maisons, ces arbres, ces eaux, ces rochers, ces trottoirs qui peu à peu allaient se révéler à moi et me révéler à moi-même. Marseille. Moi, j'y vis et j'y suis née. Marseille, avec ses 111 quartiers, ses contrastes, ses communautés, ses diasporas. La ville aux multiples accents et aux 1000 couleurs. La ville de la diversité. Mais une ville aussi où, quand il s'agit de trouver sa place, on n'est pas encore tous totalement égaux, selon qu'on vienne de Castellane ou de la Castellane. Si vous êtes Marseillais, vous voyez ce que je veux dire. Je viens du Nord, enfin, des quartiers Nord. De ces quartiers où, si on n'y fait pas gaffe, on peut vite perdre le Nord. Je suis née en 68, pas sur les barricades, mais dans une cité du 14e arrondissement, la Citadelle. C'est un joli nom, hein ? Bâtiment E13, premier étage droite. Balcon à l'avant, balcon à l'arrière, 3 chambres, salle de bain, WC séparés, moquette au sol, tapisserie sur les murs. Dans les années 70, pour ma famille, quitter un minuscule appartement en centre-ville au 5e étage sans ascenseur pour aménager dans cette cité nouvellement construite, c'était plutôt chouette. D'ailleurs, la vie y a été paisible pendant des années, jusqu'à ce que le quartier glisse doucement vers ce qu'on appelle un quartier chaud. Je viens du cœur. Je viens d'une famille au cœur gros comme ça.
Une famille où chacun avait sa place. Je viens d'une famille qui a su tenir la distance, garder le cap, fixer le nord. Mon enfance, c'est la répétition de phrases simples et honnêtes, empreintes de valeur, d'effort et de bienveillance. Quand ça va pas, on pousse. L'important, c'est l'intelligence du cœur. L'essentiel, c'est d'être fidèle à ses valeurs. Mon enfance, c'est l'uniforme des éclaireurs de France. Les veillées autour du feu, la nuit sous les tentes, les rassemblements, la promesse. Je promets sur mon honneur de faire tous mes efforts pour servir l'amitié entre les hommes, rendre service en toute occasion et vivre notre loi. Alors c'est peut-être la petite fille de la citadelle dans son uniforme de scout qui un jour refuse de monter dans l'ascenseur. Cette petite fille devenue directrice avec ce sentiment chevillé au corps de ne peut-être plus faire partie des uns et de ne pas encore, et peut-être jamais, faire partie des autres. De ne pas être vraiment à la bonne place. Tellement absurde et éphémère est notre passage dans ce monde que la seule chose qui me rassure, c'est la conscience d'avoir été authentique, d'être la personne la plus ressemblante à moi-même que j'aurais pu imaginer. Finalement, être soi-même, quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte, être en phase avec soi, c'est peut-être juste dire non pour pouvoir dire oui. Et à ce sujet, comment ne pas inviter ce soir avec nous Cyrano? Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron? Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce? Grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non, merci. Dédier comme tous ils le font des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre? Non, merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant? Non, merci. Ça les faire nommer pape par les conciles que dans les cabarets tiennent des imbéciles? Non, merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres? Non, merci. Ne découvrir du talent qu'aux mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François !» Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger des placets, se faire présenter? Non, merci, non, merci, non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non se battre, ou faire un vers. Travailler sans souci de gloire et de fortune à tel voyage auquel on pense, dans la lune. N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire, mon petit, sois satisfait des fruits, des fleurs, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Et s'il a dû d'un peu triompher par hasard,
Ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n'écoute pas de musique, celui qui ne trouve pas grâce à ses yeux, mais il meurt lentement. Celui qui détruit son amour-propre, celui qui ne se laisse jamais aider, il meurt lentement. Celui qui devient esclave de l'habitude, faisant tous les jours le même chemin. Celui qui ne prend jamais de risques, celui qui ne change jamais de repère, ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements, ou qui ne parle jamais à un inconnu. Il meurt lentement. Il meurt lentement, celui qui évite la passion et son tourbillon d'émotions, celle qui redonne la couleur au fond des yeux et celle qui répare les cœurs brisés. Il meurt lentement. Celui qui ne change pas de cap lorsqu'il est malheureux au travail ou en amour. Celui qui ne prend jamais de risque pour réaliser ses rêves. Celui qui pas une seule fois n'a fui les conseils sensés. Vis maintenant. Risque-toi aujourd'hui. Agis tout de suite. Ne te laisse pas mourir lentement. Ne te prive pas d'être heureux.